und Nebel, nuit et brouillard, prescrivant la remise à la police pour disparition sans laisser de traces des opposants capturés dans les pays occupés. La troisième inculpation, les crimes contre l'humanité, apparaissait pour la première fois dans le droit international. Elle s'appliquait à tout homicide ou à tout acte inhumain commis contre les populations civiles pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. Les invasions du Danemark, de la Norvège, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France, de la Grèce, de la Yougoslavie, de la Russie, qui succédèrent à celles de la Pologne, furent également évoquées. Le procureur général Jackson souligna que l'Allemagne non seulement n'avait jamais déclaré la guerre selon les préceptes des relations internationales, mais qu'en plus elle avait violé les accords ou les traités qu'elle avait précédemment signés. Les accusés plaidèrent non coupables. Ils avaient, proclamèrent-ils, fait leur devoir, obéi aux ordres, tout ignoraient des crimes révélés par le procès, leur conscience était pure. L'accusation projeta un documentaire intitulé « Le plan nazi fabriqué à l'aide d'extraits de films de propagande commandés par Goebbels ». L'objectif était de mettre en lumière les efforts déployés par le régime nazi pour entraîner le peuple allemand dans la guerre. Reconstitution d'une puissante armée de terre au mépris des clauses du traité de Versailles. Militarisation de la jeunesse. Montée en puissance de la Luftwaffe, image qui mirent d'ailleurs en joie le maréchal Göring. Relance des usines d'armement. Discours enflammé du Führer expliquant la nécessité pour l'Allemagne de s'agrandir, etc., etc. 3 des accusés furent acquittés, 7 d'entre eux furent condamnés à des peines de prison diverses, 11 autres furent condamnés à la pendaison. Göring, cependant, s'empoisonna 2 heures avant l'exécution. Des milliers d'autres nazis furent emprisonnés ou pendus dans les mois et les années qui suivirent la reddition de l'Allemagne. Lentement, le pays se réaccoutuma à la vie civile. Pour nombre de soldats, l'occupation représentait peu de danger, mais énormément de travail. Le déblayage des ruines, en particulier, était un rude labeur. Environ 400 millions de mètres cubes de décombres. La campagne était épargnée, mais pas une zone urbaine ou industrielle ne sortait indemne du conflit. La plupart des grandes villes étaient transformées en océans de ruines et la plupart des ports et des aérodromes étaient inutilisables. La nourriture se faisait rare. Par-dessus tout, la guerre avait consumé l'âme de la nation. Depuis 1933, l'Allemagne s'était vouée à Hitler et le pays avait bien failli devenir le pôle de l'Europe. Civils et anciens combattants ressentaient durement la chute. Peu à peu, cependant, des relations cordiales se nouèrent entre les Alliés et la population. Avant la guerre, quelques hommes politiques américains inspirés avaient rêvé d'une Allemagne vidée de sa substance vitale, l'industrie, et dotée d'une économie reposant entièrement sur l'agriculture. Le pays était bien trop grand et ses richesses bien trop diverses pour qu'une telle théorie puisse s'y appliquer. En outre, les Alliés ne possédaient guère les moyens de maintenir l'Allemagne éternellement sous tutelle. Aussi résolurent-ils de rebâtir les fondements de l'économie du Reich déchu. Cette décision ne fut pas toujours comprise par l'opinion publique. C'est pourquoi le gouvernement britannique, par la projection de films, chercha-t-il à mieux informer ses concitoyens des devoirs des forces d'occupation vis-à-vis de l'Allemagne abattue. Le marque est sans valeur. On commerce par troc. La cigarette américaine sert de monnaie. La sous-alimentation est générale. La poste ne fonctionne plus. Le chômage est endémique. L'inflation exerce ses ravages. Le charbon et l'électricité font défaut. Il faut remédier à tout cela par souci d'humanité et pour éviter la multiplication de foyers d'agitation pouvant mener à la révolte. En 1945, le peuple allemand paie en effet très cher la mégalomanie hitlérienne. Son équipement industriel, ferroviaire ou routier s'est totalement effondré du fait des bombardements, des combats, des déplacements d'usines, des prises de guerre alliées. 750 ponts fluviaux sur 1000 sont détruits.
ainsi que 3400 km de voies ferrées. Des millions de logements ont été rendus inutilisables. La vie économique de l'Allemagne a cessé de fonctionner, à l'instar de cette pendule de gare qui pend lamentablement entre des débris calcinés. L'exode des populations détériore encore davantage la situation. À l'est, c'est la grande permutation germano-slave. À l'ouest, c'est le surpeuplement, la population passant de 40 à 45 millions d'habitants. Les familles sont dispersées et des milliers d'avis de recherche sont affichés sur les murs. Pour l'Allemagne, c'est l'année zéro. Un immense chaos s'installe au centre de l'Europe. Il n'y a plus d'État. Seulement des Allemands démoralisés par l'ampleur du désastre, l'absence de 5 millions de prisonniers de guerre, la pénurie alimentaire et aussi la prise de conscience de l'ampleur des crimes hitlériens. L'administration alliée prit peu à peu les choses en main. Les notables, industriels, financiers, ingénieurs étaient convoqués, les grandes lignes de leurs devoirs rappelées, remettre l'économie en marche, rétablir les infrastructures détruites, participer à la dénazification et au retour progressif à la démocratie, aider à instaurer un climat de confiance entre la population et les forces d'occupation, lesquelles s'emploieraient dans la mesure de leurs moyens à faciliter la reconstruction. Les Allemands se mirent au travail avec une discipline et une ardeur forçant l'admiration. Les lignes électriques furent les premières à être remises en état. Les ruines étaient déblayées, les matériaux récupérés. Les canalisations refaites. L'énormité de l'œuvre à accomplir ne ralentissait pas les efforts et pourtant, pour ne prendre que quelques exemples, seul un quart de la ville de Berlin est intact. Cologne a été détruite à 65%, Düsseldorf à plus de 90% et à elle seule, la ville de Hambourg a subi plus de destruction que toute la Grande-Bretagne. Des milliers de personnes vivent encore dans les caves. Les fumées des cuisines souterraines s'élèvent vers les étages en ruine, parfois encore habités. L'électricité, charbon, eau, savon manquent cruellement. Mais la volonté de vivre est si forte qu'une énergie farouche est mise en œuvre pour se procurer les éléments essentiels à l'existence. La nécessité de se procurer du charbon était primordiale. Il était en effet pour l'ensemble de l'économie la source d'énergie essentielle. C'est à Essen que s'organisa la remise en marche et le contrôle des mines. Et c'est également depuis cette ville que la distribution du charbon aux différentes usines de la Ruhr fut planifiée. L'approvisionnement posa, du moins au début, le plus de problèmes
en raison de la désorganisation des voies de chemin de fer et du manque de camions. La population elle-même était privée de charbon. Abattre des arbres, scier les branches et les troncs, confectionner des bûches, les transporter, était son lot. Le véritable problème pour l'administration britannique de nos jours n'est pas l'extraction du charbon, mais son acheminement. Son transport ne peut en effet s'opérer sans wagon ou camion. Pour réparer ceux qui existent ou pour en fabriquer de nouveaux, il faut de l'acier. Et pour faire de l'acier, il faut du charbon. Vous voyez, on tourne en rond, le problème n'est pas simple. Des dizaines de journaux consacrèrent plusieurs pages à l'insertion d'avis de recherche d'un proche. Un bureau central de recherche fut ouvert à Hambourg, où affluèrent chaque jour 50 000 demandes. Pour rencontrer leurs parents retrouvés, il fallait prendre le train, mais les places étaient limitées et un permis préalable était nécessaire pour obtenir un billet. Aussi, les bicyclettes et les véhicules de toute nature étaient-ils remis en honneur et traversaient-ils les ponts reconstruits par le génie sous l'œil pointilleux de la police militaire? Il fallait également assurer le bon fonctionnement de la justice et la recherche des criminels de guerre. Des tribunaux militaires furent institués, les juges et les procureurs étaient alliés, les avocats de la défense allemands. Les audiences étaient publiques et des interprètes étaient mis à la disposition des parties. La police allemande devait, elle aussi, être remise en place, mais il convenait de la rééduquer et de lui apprendre qu'elle était désormais au service du public et non le maître du public. Il fallait également veiller à la santé de la population. La ration alimentaire variait entre 1000 et 1200 calories par jour en fonction du type de travail effectué. Cela équivalait à la moitié des besoins alimentaires quotidiens. La Croix-Rouge et des médecins militaires vérifiaient les effets de ce régime sur la santé de la population. Analyse du sang, prise de la tension, mensuration. Une commission, au vu des résultats, fixait la valeur nutritive des rations alimentaires à distribuer. Un des problèmes les plus difficiles à régler était celui de l'éducation. Il paraissait difficile d'éradiquer les idées nazies de la tête des adultes, surtout de ceux qui vivaient loin des zones dévastées. Mais comment fallait-il s'y prendre vis-à-vis des enfants? Pour eux, les ruines de la guerre constituaient souvent des terrains de jeu. Il fallait former des maîtres qui puissent leur faire comprendre
toute l'horreur du nazisme et de la guerre de conquête. La tâche était difficile. Les écoles étaient en ruine, les maîtres en nombre insuffisant et les élèves trop nombreux. Si l'on y prenait garde, les enfants grandiraient et adopteraient les idées de leur père. Il y avait un grand danger à les laisser livrés à eux-mêmes. Berlin a encore l'aspect d'un champ de bataille. Le Reichstag, siège de l'ancien Parlement, a été détruit. Les usines de la famille Krupp ont travaillé sans relâche au profit du Troisième Reich. Cette famille avait déjà été le fournisseur de la Prusse en 1870 et celui du Kaiser pendant la guerre 14-18 en construisant les premiers sous-marins et en fabriquant les grosses Bertha de sinistre mémoire. Mais cette fois, leurs usines sont détruites et pour la plupart transformées en un amas de poutrelles tordues. La Wehrmacht, elle aussi, est réduite à néant. Officiers, sous-officiers, soldats sont enfermés dans des camps clôturés par du fil de fer barbelé. Ils sont enregistrés, désinfectés, classés, numérotés. Ces hommes, perdus, doivent être rendus à la vie civile. Il faut donc les démobiliser et les remettre au travail en évitant que des nostalgiques du nazisme ne puissent à nouveau répandre leurs idées pernicieuses. C'est pourquoi ils sont soigneusement triés à l'aide de toute une série d'examens. Pour commencer, un Allemand, au-dessus de tout soupçon, les interroge et remplit leurs papiers de démobilisation. Vous voyez cet homme qui a l'air d'un petit marchand de légumes, il ne faut pas s'y fier. Voici sa photo en uniforme de la Luftwaffe. On prend leurs empreintes et l'on vérifie qu'ils n'ont pas la marque des SS tatouée sous l'aisselle gauche. Puis leur passé est examiné à la loupe par des officiers de renseignement qui sont le plus souvent d'anciens membres des commandos ou des troupes parachutistes parlant l'allemand. La plupart se tirent assez bien des interrogatoires. Ils sont alors démobilisés. Parfois apparaît un suspect dont les papiers sont trop bons et les réponses pas assez bonnes. Libération refusée, dossier à revoir. Quand la nuit tombe sur l'Allemagne, les gens doivent se souvenir qu'il y a un couvre-feu. Ceux qui n'ont pas de domicile s'engouffrent dans les abris antiaériens. Puis les sirènes d'alerte se font de nouveau entendre pour leur rappeler le triste souvenir de la guerre perdue et la nécessité de rendre à nouveau leur pays pacifique et respectueux de ses voisins. Le mugissement des sirènes doit également leur rappeler que les Alliés ont le devoir de veiller sur l'Allemagne jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que les générations montantes auront reconnu les bienfaits de la démocratie et que l'Allemagne de demain protégera la liberté, la tolérance et la justice.
Maintenant, messieurs, levez votre bras droit et prononcez le serment avec moi. Je jure par Dieu Tout-Puissant qu'à tout moment je rendrai la justice, sans crainte ni favoritisme, avec équité, vis-à-vis de toutes les personnes, quelles que soient leurs croyances, leur race, leur couleur ou leurs opinions politiques. Je jure que j'établirai une justice égale pour tous, que Dieu me vienne en aide. Les Soviétiques étaient loin de souscrire au désir des Occidentaux de voir l'Allemagne dénazifiée et démocratisée, reprendre sa place dans le concert des nations. Ils étaient déterminés à freiner son développement. Les relations entre les vainqueurs se dégradaient de jour en jour. Staline s'opposait fermement à la réunification de l'Allemagne et refusait de signer un traité de paix impliquant un retour à l'économie de marché. En mars 1946, Winston Churchill, de passage aux États-Unis, rendit visite à la petite ville universitaire de Fulton, dans le Missouri. L'ancien Premier ministre britannique y fut chaleureusement accueilli. Il avait essuyé une défaite politique importante dans son pays, mais sa popularité était intacte. Hommes et femmes se rappelaient son énergie pendant la guerre et lui savaient gré de leur avoir rendu courage aux heures sombres du conflit. Son discours eut un immense retentissement bien au-delà du Missouri. Depuis Stettin, dans la mer Baltique, jusqu'à Trieste, dans l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu à travers le continent. Derrière cette ligne se dressent les capitales des États d'Europe centrale et orientale. Churchill condamnait ouvertement les Russes. Les accusant de compromettre le fragile équilibre de la paix, il appelait à une coalition anglo-américaine afin d'endiguer l'expansion du communisme. Considérant que ce discours était une déclaration de guerre, Staline riposta fermement. En Europe, les événements se précipitèrent. En mai, les Britanniques et les Américains cessèrent de réclamer à l'Allemagne les sommes qu'elle leur versait au titre des réparations. Ils unifièrent également leur zone pour affirmer leur solidarité face à la menace soviétique. La lutte pour contrôler l'Europe commençait. En Grèce, la guérilla animée par les Soviétiques luttait contre le gouvernement soutenu par les Anglais. Mais les Britanniques ne pouvaient fournir seuls un effort prolongé. Sans l'aide des États-Unis, ils seraient dans l'obligation d'abandonner la Grèce aux alliés de Staline. Le président Truman fit alors connaître sa volonté de défendre les nations menacées par la subversion. Il se jetait à son tour dans la bataille contre les communistes. Selon ses instructions, le nouveau chef du département d'État, le général George Marshall, ancien chef d'état-major de l'armée américaine, soumit au Congrès un plan d'aide économique, dit plan Marshall, dont les pays européens pouvaient bénéficier à certaines conditions. Les soviétiques essayèrent de faire échec à ce plan car ils supportaient mal l'idée de voir par ce biais l'influence de Washington gagner du terrain en Europe. Bien que les États-Unis aient encore eu à cette époque le monopole de l'armement nucléaire, Staline savait que ni les Américains ni les Européens ne souhaitaient recommencer à se battre. C'était donc le moment, estimait-il, de frapper un grand coup et de chasser les Occidentaux de Berlin. Pendant que les Russes complotaient, les Américains et les Britanniques se réaccoutumaient à la vie civile. Pour les Américains, la fin de la guerre coïncidait avec le retour des boys à la maison et avec le désir d'oublier la guerre, les boys revinrent par milliers.
the boys are home again, all over the world. Le territoire américain n'avait pas été touché par la guerre. L'extraordinaire énergie des citoyens allait permettre un développement considérable dans tous les domaines. Des soldats achetaient de nouvelles voitures et se mariaient. The girl that I marry will have to be. Un enseignement supérieur quasiment gratuit était garanti par le gouvernement. Des prêts à bon marché pour le logement contribuèrent à l'essor considérable de la construction. D'énormes quantités d'armements construites pendant la guerre furent en partie stockées ou détruites. Un grand nombre de bases militaires furent fermées. La vie dans les villes devint trépidante. L'immense richesse des États-Unis en fit le pays le plus envié du monde et sa culture se répandit dans le monde entier. The whole world smiles with you. When you're laughing, the sun comes shine. La situation était beaucoup moins riante au Royaume-Uni. 60 000 civils avaient été tués par les bombardements, 86 000 grièvement blessés. Des années et des milliards de livres seraient nécessaires pour reconstruire. Ce pays, à bout de souffle, ne pouvait se maintenir à la tête de son empire qui commençait à s'écrouler. L'Inde, la première, obtint son indépendance. En Palestine, 10 000 soldats britanniques étaient aux prises avec les colons juifs. Cette guérilla allait se transformer en crise internationale avec la création d'Israël. Mais le plus grand défi pour les Occidentaux vint de l'Est. Le 24 juin 1948, les Russes bloquèrent tout trafic depuis et vers Berlin en invoquant des raisons techniques. Staline comptait affamer la ville, jusqu'à ce qu'elle se soumette, afin d'en chasser les Américains, les Britanniques et les Français. Les Alliés n'osèrent pas rompre le blocus par la force, de peur de déclencher un conflit mondial. Ils relevèrent pourtant le défi de Staline en instaurant un pont aérien massif. Les voies d'accès terrestres étant fermées, la voie des airs était la seule façon de se rendre à Berlin. C'est un avion de la Royal Air Force qui, le premier, fut engagé dans cette entreprise sans précédent. Les spécialistes prédirent, à tort, que ce pont aérien ne pourrait se maintenir pendant l'hiver. Les avions étaient secondés par des hydravions qui décollaient de l'Elbe à Hambourg et se posaient sur les lacs de Berlin. Des tonnes de nourriture et de matières premières étaient transportées dans Berlin assiégé. Un unique et étroit corridor reliait Hambourg au Haverlack, dans le secteur anglais de Berlin. Moins de 4 jours après que la décision ait été prise, des hydravions géants transportèrent chacun 5 tonnes de matériel dans cette zone. Vous êtes autorisés à décoller.
Bientôt, les hydravions décollaient chaque jour de Hambourg pour Berlin. Ils volaient au-dessus du stade olympique et de la seule centrale électrique encore en état de marche dans les secteurs occidentaux de la ville. Aussitôt après que les avions se soient posés, les cargaisons étaient déchargées et l'avion se préparait pour son vol de retour. Le retour était mis à profit pour évacuer du matériel ou des enfants. Seules les plus grosses intempéries empêchaient les avions de décoller. En temps ordinaire, ils traversaient orages et brouillards pour ne pas interrompre la chaîne de ravitaillement. À la tombée du jour, les Sunderland s'amarraient pour la nuit. Bien que leur aide fût précieuse, leur participation était faible en comparaison de celle des avions basés à terre. Les briseurs de barrage, infatigables, continuaient leur rotation jusqu'à l'aube. Jour et nuit, semaine après semaine, de plus en plus d'avions amenaient de plus en plus de nourriture et de matières premières. Les avions décollaient de 8 aérodromes différents en Allemagne de l'Ouest. Mois après mois, la cadence augmentait. À Noël, les avions britanniques et américains avaient effectué 100 000 allers et retours et avaient transporté 730 000 tonnes de matériel. Même des voitures étaient amenées à Berlin. Mais encore une fois, la priorité, c'était le charbon. Plus d'1 million de tonnes en fut transporté. Des centaines d'avions de toutes tailles, civils et militaires, furent utilisés. La Royal Air Force mit en œuvre plusieurs types d'appareils. Le York, d'une capacité de 9 tonnes. Le Halifax, 6 tonnes. Le Viking, 3 tonnes. Le Dakota, 3 tonnes. Le Tudor civil, 8 tonnes. Le Tudor, appelé le Tudor épicier par les Berlinois, 10 tonnes. Pour améliorer encore les résultats du pont aérien, la RAF mit en service le Hastings, qui transportait 9 tonnes. Un avion décollait ou se posait toutes les 90 secondes sur l'un des 3 aéroports de Berlin-Ouest, Tempelhof, Gatow ou Tegel. Diverses hautes autorités civiles et militaires vinrent à Berlin pour y féliciter les équipages et le personnel des aérodromes. Le maréchal Lord Tedder, chef d'état-major de l'armée de l'air. Monsieur Bevin, ministre des Affaires étrangères.
Pendant des mois, des centaines d'avions américains, britanniques et français firent échec au blocus. Le personnel issu en partie des pays du Commonwealth, Nouvelle-Zélande, Canada, Afrique du Sud, fut au-dessus de tout éloge. À son apogée, près de 30 000 tonnes étaient transportées chaque jour, soit l'équivalent de ce qui était transporté avant le blocus par voie terrestre. Au total, sur un an, 300 000 avions avaient décollé, transportant tout ce qui était nécessaire à la vie de la cité, y compris courriers et ballots de papier pour la presse. 24 d'entre eux s'étaient écrasés et 48 hommes avaient trouvé la mort au cours des opérations. Peu de Berlinois s'arrêtèrent au fait que 3 ans auparavant, les mêmes avions avaient bombardé la ville, nuit et jour. Les Américains, déterminés à tenir le siège coûte que coûte, déployèrent leurs bombardiers B-29 dans les bases britanniques pour les rapprocher des cibles soviétiques. Les unités de l'armée de terre furent renforcées. Finalement, les Russes s'inclinèrent. Le 12 mai 1949, les liaisons ferroviaires et routières étaient rétablies. Quelques semaines auparavant, le 4 avril 1949, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la France, le Benelux, la Norvège, le Danemark, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, l'Islande avaient signé le traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN était née.
Chaque jour, les avions de reconnaissance britanniques survolent l'Allemagne et l'Europe occupée, avec pour toute arme leurs caméras. Ils ramènent des centaines de photos qui sont examinées par les spécialistes de la Royal Air Force, installés dans un manoir perdu au fin fond de la campagne anglaise, Menmenham. We got 11. 11? 10 Le 18 juin 1944, le docteur Jones, conseiller scientifique des services de renseignement, observe des clichés pris au-dessus d'un coin perdu des rives de la Baltique, Peenemünde. Il identifie un objet gris cylindrique qui ressemble à une fusée. Un an plus tard, Jones écrira « Une approche rationnelle nous a permis de découvrir les caractéristiques de la fusée allemande. Mais si nous voulons comprendre pourquoi elle a été construite, nous devons abandonner le terrain de la raison pour nous placer sur celui des fantasmagories et admettre qu'une stratégie militaire puisse naître d'un rêve. » En écrivant De la Terre à la Lune, Jules Verne a fait renaître l'un des plus vieux rêves de l'humanité, voyager dans l'espace. Le russe Tchelkovsky démontre, dès la fin du 19e siècle, qu'il est possible de se déplacer dans le vide spatial grâce à une fusée à réaction qui emporterait son oxygène sous forme liquide. Mais les modèles qu'il bricole ne sortiront jamais de son atelier. En Allemagne, un professeur de mathématiques, Hermann Oberth, affirme dans un livre paru en 1923 intitulé « La fusée vers les espaces planétaires », dans l'état actuel de la science et de la technique, il est possible de construire des machines capables de sortir de l'atmosphère terrestre. Il accepte en 1929 d'être le conseiller scientifique du film de Fritz Lang, Une femme sur la Lune. Oberth est aussi le président d'une association d'amateurs, la Société pour le voyage spatial, qui regroupe plusieurs centaines de passionnés. Parmi eux, un lycéen de 17 ans très doué pour les mathématiques, Werner von Braun. L'Allemagne vit alors dans la fièvre des fusées. Des passionnés y rêvent de voyages interplanétaires. Et le dimanche, avec des moyens dérisoires, ils se contentent d'essayer de petites fusées à poudre ou à carburant liquide. L'armée allemande est la première en 1929, 4 ans avant l'arrivée au pouvoir des nazis, à créer en son sein un groupe de recherche sur les fusées sous la direction du capitaine et ingénieur Walter Dornberger. Quand l'Allemagne s'enfonce dans la crise économique, la plupart des passionnés de fusées se retrouvent chômeurs et prêts à tout. Dornberger s'empresse de recruter les plus doués. Von Braun est embauché en 1932, il a 20 ans. Arrivés au pouvoir, les nazis interdisent les associations d'amateurs de fusées. L'heure n'est plus au rêve pacifique. L'armée, qui dispose désormais de gros moyens financiers, impose la discipline et bientôt le secret absolu. C'est le temps des professionnels qui commence. Von Braun, dans le plus grand secret, soutient sa thèse de physique. Dornberger a promis à ses supérieurs de créer une arme nouvelle et son équipe est désormais à l'étroit dans la banlieue de Berlin. Il parvient à convaincre ses chefs qu'il faut créer un centre de recherche ultramoderne pour y préparer une grande fusée stratégique, un centre idéal. En 1936, l'armée de terre et la Luftwaffe se mettent d'accord pour apporter les énormes capitaux nécessaires à la réalisation de ce projet. C'est une île sauvage, située sur les côtes de la Baltique, propice au secret qui est choisi, Usedom. On pourra y organiser, à l'abri des regards indiscrets, des tirs à longue distance au-dessus de la mer. Un village entre dans l'histoire, Peenemünde. Les travaux sont menés au pas de charge. On trace des routes, mais on veille à garder le plus possible d'arbres afin de conserver un cadre de vie agréable pour les ingénieurs qui viendront s'établir sur l'île. Dornberger, persuadé qu'il dirige une aventure destinée à marquer l'histoire, a tenu à faire filmer toutes les étapes du chantier. On édifie ici une usine modèle destinée à construire des fusées qui existent à peine sur le papier.
Dès 1939, la plupart des bâtiments sont achevés. 2 centres de recherche ont été aménagés côte à côte. À l'ouest de l'île, celui de la Luftwaffe, très discret, se consacre aux avions à réaction. À l'est, c'est un immense centre de l'armée de terre tout entier consacré aux fusées sous la direction de Dornberger. Ce centre futuriste est sans aucun doute le plus moderne et le plus ambitieux de la planète. Des dizaines de laboratoires équipés des machines les plus sophistiquées, une usine d'oxygène liquide, des bancs d'essai, une usine pilote pour les prototypes, des polygones de tir. 3 ans avant les complexes industriels du projet Manhattan aux États-Unis, où l'on préparera la bombe atomique, Peenemünde est le premier centre de recherche intégré de l'histoire. Une véritable ville a été édifiée pour héberger 2000 ingénieurs et techniciens avec leurs familles. Des maisons coquettes, inspirées des fermes de Poméranie, des écoles, des boutiques, des équipements sportifs, un casino, le tout dans un périmètre sévèrement gardé. Albert Speer, l'architecte favori d'Hitler, a dessiné les bâtiments administratifs. Peenemünde Est est un centre dirigé par l'armée de terre, mais Dornberger a voulu éviter tout repliement sur eux-mêmes des militaires afin de laisser libre cours à la créativité des ingénieurs. Très rapidement, des contrats permettent d'associer aux recherches les grandes universités scientifiques et les principaux groupes industriels. Artilleur de formation, Dornberger a fixé, dès 1936, les caractéristiques essentielles de la grande fusée stratégique allemande, une portée double de celle du canon qui a bombardé Paris en 1918, soit 260 km. Une charge 100 fois supérieure à celle d'un obus du même canon, soit 1 tonne d'explosifs. À partir de ces données, von Braun, nommé directeur technique de Peenemünde Est, établit les spécifications de l'engin baptisé A4. Le saut technologique à accomplir est énorme. Il faut concevoir un moteur 50 fois plus puissant que ce qui existait jusqu'alors, maîtriser la combustion d'un mélange alcool-oxygène liquide, assurer le guidage précis d'un objet qui se déplacera à plusieurs milliers de km/h. Prudent, von Braun et son équipe, dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 25 ans, décident de concevoir et de développer une fusée intermédiaire, sorte de modèle réduit de la A4, dénommée A5. Étudié en soufflerie avec des maquettes, le prototype est préparé de façon très artisanale. C'est le système de guidage qui pose les problèmes les plus difficiles. Il faut maintenir la fusée sur son plan de tir, mesurer sa vitesse avec une précision extrême, contrôler l'arrêt du moteur et tenir compte de la rotation de la Terre. Après de multiples tâtonnements, les techniciens mettront au point un système de contrôle par radio, puis un ensemble très complexe, entièrement automatique, corrigeant de lui-même la trajectoire de l'engin pendant son vol. La A5 a une silhouette simple et élégante qui annonce celle de toutes les fusées du XXe siècle. On n'a pas prévu de charge explosive, le nez effilé de l'engin abrite un parachute. Les essais de la A5 ont lieu à partir de l'île de la Baltique, car le grand pas de tir de Peenemünde n'est pas achevé. On est en 1938 et les ingénieurs veulent encore ignorer les rumeurs de guerre à quelques dizaines de kilomètres de là, à la frontière polonaise. Ils baignent dans la plus grande insouciance.
Dès la première tentative, la petite fusée fonctionne. Elle atteint une altitude de 13 km avant d'être récupérée dans les eaux froides de la Baltique. Mais ce n'est encore qu'un beau jouet de haute technologie, pas une arme. En 1940 et 1941, c'est la guerre éclair. Les Allemands déferlent sur l'Europe. Acquises avec des armements traditionnels, leur victoire entraîne de sévères difficultés pour Peenemünde. Une arme nouvelle et coûteuse ne semble guère utile. Hitler diminue les crédits affectés à la fusée A4 et Dornberger a du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Mais à partir de 1942, le programme de la fusée dispose d'un soutien de poids avec Albert Speer, devenu ministre de l'Armement. Il développe les liens entre Peenemünde et la grande industrie et s'efforce de convaincre Hitler de l'utilité stratégique de la A4. Malgré les restrictions budgétaires, l'équipe de Peenemünde Est progresse à grands pas. À l'été 1942, le moteur de 25 tonnes de poussée alimenté en oxygène liquide et en alcool par de formidables turbopompes fonctionne parfaitement. Dans l'usine pilote, les techniciens assemblent la fusée. 14 mètres de haut, 1,80 m de diamètre, un extraordinaire puzzle de 22 000 pièces qui fait appel au nec plus ultra de la technologie. L'aérodynamisme a été soigneusement travaillé dans la soufflerie supersonique. Malgré sa silhouette imposante, la fusée est étonnamment légère, 4 tonnes de métal. Mais elle abrite dans sa partie centrale 2 énormes réservoirs capables de contenir les 5 tonnes d'oxygène liquide et les 4 tonnes d'alcool que le moteur doit consommer en une petite minute. Les systèmes de guidage arrivent à maturité et le nez de la fusée contient le premier véritable système électronique de l'histoire. 3 années ont suffi aux hommes de Peenemünde pour résoudre d'énormes difficultés techniques. Mais maintenant, le temps presse, il faut passer aux actes. Après 2 échecs, la tension est à son comble le 3 octobre 1942 sur le monumental pas de tir numéro 7. Chacun sait qu'un nouvel échec pourrait condamner définitivement un programme de recherche si coûteux en matière grise et en matériaux rares. On règle des gyroscopes qui vont guider le vol. Faussement détendu, Von Braun et Dornberger discutent avec le docteur Kehl qui a construit le moteur. En hommage à Hermann Oberth, les techniciens ont peint sur l'empennage de la fusée une femme assise sur la Lune. On charge l'oxygène liquide et l'alcool. Dornberger donne l'ordre de mise à feu.
Propulsée par les 650 000 chevaux de son moteur, la A4 arrache ses 13 tonnes du sol. 60 secondes plus tard, sa vitesse atteint 5500 km/h. La fusée s'élève à un apogée de 85 km et parcourt 191 km en 5 minutes. Le soir même, Dornberger déclare à ses ingénieurs: avec notre fusée, nous avons atteint l'espace et nous y avons pour la première fois lancé un pont entre deux points de la surface terrestre. Nous avons démontré que la propulsion à réaction est utilisable pour les voyages spatiaux. Ce 3 octobre 1942 est le premier jour d'une ère nouvelle. C'est le début du vol dans l'espace, mais tant que la guerre dure, notre tâche la plus pressante est de fabriquer rapidement des fusées pour combattre. Hitler félicite par télégramme l'équipe de Peenemünde. Or, le succès du tir survient alors que l'Allemagne connaît ses premiers échecs militaires. Elle à la Main, bientôt Stalingrad. Désormais, les bombardiers alliés frappent chaque jour les villes d'un Reich réduit à la défensive. Albert Speer peut dès lors convaincre Hitler qu'il lui faut utiliser une arme nouvelle, offensive, une arme de représailles. La fusée devient un programme prioritaire. Au même moment, le maréchal de l'air Milk propose au Führer une deuxième arme miracle, capable de venger l'échec de la Luftwaffe contre l'Angleterre. Depuis le printemps 1942, Milk a autorisé les ingénieurs de Peenemünde Ouest à développer un avion sans pilote. C'est un engin de 8 mètres de long, de 5 mètres d'envergure, pesant 2 tonnes au décollage. Il est propulsé par un pulso-réacteur fonctionnant à l'essence ordinaire. Conçu pour atteindre 600 km/h, cet avion sans pilote, le F-603, est une bombe volante. De conception simple, très peu coûteuse à construire, la bombe volante possède des caractéristiques militaires similaires à celles de la fusée A4, puisqu'elle doit transporter 900 kg d'explosifs à près de 300 km/h. Cependant, obligée d'évoluer dans l'atmosphère, elle n'est pas invulnérable. Pour pouvoir démarrer le pulso-réacteur, l'engin doit être lancé à partir d'une rampe métallique. Un premier essai de catapultage a lieu le 24 décembre 1942. L'accélération est phénoménale. En 1 seconde, le F-603 est propulsé à 300 km/h au moment où il quitte la rampe. Une lutte acharnée commence alors entre les deux centres de recherche de Peenemünde. Hitler, qui exige une arme opérationnelle au plus vite, demande à Speer de choisir. Soumis à de multiples pressions, Speer décide en mai 1943 de fabriquer en série les deux armes nouvelles, simultanément et prioritairement, alors que l'industrie allemande est déjà poussée à son maximum. Dornberger a défini l'emploi militaire de la fusée A4. C'est une arme terroriste qui doit frapper les civils nuit et jour pour briser le moral de l'adversaire. Elle doit détruire Londres. Cet avis est rapidement partagé par Milk pour la bombe volante et surtout par Hitler, qui enrage de voir les villes allemandes dévastées par les raids alliés. La fusée et la bombe volante sont les seuls à pouvoir répondre à son besoin permanent d'agression.
Alors que la bombe volante est patiemment développée par la Luftwaffe, la fusée, elle, devient un objet de convoitise pour le parti nazi et les grandes entreprises. Pour s'attirer faveurs et crédits, Dornberger multiplie les visites organisées d'officiers supérieurs et de ministres à Peenemünde-Est. Repas bien arrosés, visite des ateliers et clous du spectacle, tir de A4 commenté par von Braun, en qui Hitler voit le modèle du guerrier germain, la réincarnation de Thor, le dieu du tonnerre. Parmi les visiteurs les plus intéressés, Himmler, le chef des SS, qui vient 2 fois en avril et en juin 1943. Il s'informe et attend son heure. Mais les techniciens se heurtent à de sérieuses difficultés pour faire passer du prototype à la série un engin aussi nouveau et aussi complexe que la A4. Tout au long de l'année 1943, la fusée connaît de multiples échecs. Alors que la production en série est déjà lancée, il faut sans cesse apporter des modifications au plan, 65 000 au total, et reporter de mois en mois le début de l'offensive des armes nouvelles promises au Führer. Bientôt, un débat oppose les ingénieurs et les militaires. Comment tirer ces engins sur Londres? Les ingénieurs sont partisans de sites protégés par des structures de béton pour pouvoir préparer les engins au tir. Dornberger, lui, préférerait des sites légers et des unités mobiles. Appelés à trancher le débat, Hitler et Göring optent pour un nouveau compromis. On construira d'immenses et fascinants bunkers, mais on préparera aussi des unités mobiles. Chargée de réaliser les constructions en béton, l'organisation Todt ouvre en 1943 d'énormes chantiers sur les côtes de la Manche, de l'Artois au Cotentin, dans un rayon de 250 km de Londres, la cible principale, et de Southampton, cible secondaire. Les grandes entreprises allemandes amènent leur matériel et leurs contremaîtres et recrutent des milliers d'ouvriers français bien payés. À Eperlec, près de Calais, où l'on édifie pour la fusée un monstrueux bunker de 216 mètres